J'ai une amnésie, peut-être pas consciente, mais totale de mon enfance, une enfance sans anniversaire et sans Noël. Notre invitée est aujourd'hui Sandrine Bonner, actrice française, découverte à l'âge de 16 ans par Maurice Pialat, qui lui fit tourner À nos amours. Elle tourna ensuite avec les plus grands réalisateurs français, de Varda à Chabrol, de Sauté à Lelouch. Elle a aujourd'hui une cinquantaine de films à son actif. Sandrine Bonner est également scénariste et réalisatrice. Elle a réalisé un long métrage, Jean Rage, de son absence. Bonjour Sandrine Bonner, ravie de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour la Tunisie. Ah, je suis Ravie, envieuse. J'aimerais ravie de tellement. vous avoir dans notre lucarne. Sandrine Bonner, ce film que vous avez réalisé, Jean Rage, de son absence, vous dites que c'est un hommage à votre mère. Finalement, avec vous, on en revient toujours à des figures de votre enfance, cette enfance dont vous dites être amnésique. Oui, c'est vrai que je crois que chaque artiste s'inspire de ce qu'il a vécu, plus ou moins. Et c'est vrai que Jean Rage de son absence, c'est un hommage à ma mère. D'ailleurs, le film lui est dédié. C'est à la fois un hommage à ma mère et à cet homme qui s'appelait Guy, cet homme qui est reclus dans cette cave. Voilà. J'ai eu envie de faire ce film parce que, en fait, c'est l'homme qui aurait dû être légitime. C'est l'homme avec qui ma mère aurait dû se marier, puisqu'elle l'a connu avant mon père, et c'est l'homme dont elle était amoureuse. Ma mère a été forcée de se marier avec quelqu'un d'autre, qui en l'occurrence est mon père. Et voilà, et j'ai retrouvé cet homme qu'on connaissait dans notre petite enfance, et je l'ai retrouvé à l'âge de 20 ans et il n'avait jamais fait le deuil de ma mère. Et il est devenu clochard. Et je l'ai retrouvé un jour dans la rue, donc à 20 ans. Et il m'a reconnue, puisqu'entre-temps j'avais fait du cinéma et on a discuté et il m'a raconté ce deuil qu'il n'arrivait pas à faire. Donc je me suis dit un jour, j'en ferai un film. Et donc voilà, donc j'ai fait ce film et c'est un hommage à lui et à ma mère, bien sûr. En parlant de vos rapports avec Agnès Varda, vous dites qu'au début, ça ne se passait pas toujours très bien parce qu'à l'époque, vous étiez toujours à la recherche d'un parent de substitution. Pourquoi? Mais parce que je pensais que le cinéma, c'était un peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai rencontré Piala, qui a été un père de substitution, qui était à la fois très tendre, très protecteur, et puis en même temps, même s'il avait ses coups de gueule, comme on connaît sa réputation, c'est quelqu'un qui me protégeait. Et je me disais, ben là maintenant, je vais tourner avec une femme, c'est la première femme avec qui je tournais. Je me suis dit, ben normalement, il devrait se passer la même chose. Et Varda n'était pas très expansive sur le côté tendre, donc oui, ça me posait problème. Et puis, elle me demandait des choses assez difficiles à faire, et je trouvais qu'elle n'était pas très reconnaissante. J'avais parfois envie qu'elle me dise merci ou bravo ou des choses comme ça. Mais je pense que j'ai connu, heureusement que j'ai retrouvé Agnès après, mais en tout cas, ce film, j'avais 17 ans et demi, enfin j'ai fêté mes 18 ans sans le film. Je pense que j'étais trop jeune pour la comprendre. Et Mais pourquoi? on s'est retrouvés des années après, et on est devenus très complices quand, du coup, je suis passée derrière la caméra. Mais pourquoi justement cette recherche permanente à l'époque de parents de substitution? Peut-être parce que je viens d'une grande famille, on est 11 enfants. Les parents ne s'intéressent pas à un enfant en particulier, ils s'regroupent. Et donc, quand on est très nombreux, on n'a pas forcément d'identité précise. Et je pense que déjà l'envie de sortir du lot, de vouloir non pas forcément être actrice, parce que c'est pas forcément le métier que j'avais le plus envie de faire. J'avais plutôt envie d'être danseuse ou chanteuse. C'était peut-être pour avoir une forme d'identité, ouais, de reconnaissance, dans le sens, mais pas paillettes, tout ça. Vous voyez, c'est plus de se dire, ah ben moi, je m'appelle Sandrine, j'existe au-delà du groupe. En faisant un film sur un pan de votre enfance, un pan de votre mère, cherchiez-vous à varier les angles
sur cette histoire d'amour raté entre votre mère, qui a été la jeunesse du film. Le sujet du film a bien changé après. Cherchiez-vous à varier les angles pour mieux comprendre cette enfance ou était-ce une démarche de sublimation? Vous voulez dire avec le film? Comment? Avec le film? Oui, avec le film. Alors avec le film, parce qu'en fait, au départ, j'étais partie sur une histoire réellement entre une femme et un homme. Et je voulais raconter une histoire d'amour passionnel, ce qui était le cas pour ma mère et Guy. Et puis, petit à petit, j'ai finalement mis un enfant. Eux n'ont jamais eu d'enfant ensemble. Et je me suis dit, mais finalement, moi, je suis quoi dans cette histoire et pourquoi j'ai envie de faire ce film? Et je me suis dit que finalement, j'avais envie de faire ce film parce que j'avais rencontré cet homme et qu'on a cette dernière fois parlé ensemble. Je me suis dit, mais c'est moi l'enfant dans tout ça. Et, euh, et je me suis dit aussi, je pense qu'on peut faire le deuil d'un amour. Enfin, j'ai le sentiment, en tout cas, personnellement, que c'est plus facile de faire le deuil d'un amour que d'un enfant perdu. Donc voilà, donc du coup, je ne sais pas si j'ai sublimé cette histoire, mais en tout cas, je l'ai fictionnée. Je suis partie. Il y a plein de choses dans le film qui ne sont pas la réalité, ni de ma mère, ni de lui. Et c'est aussi l'avantage de faire de la fiction. C'est-à-dire qu'on part sur une base, sur des choses personnelles, et puis en même temps, où on les sublime, où on les rend beaucoup plus dramatiques, ou au contraire plus légères. C'est le principe de la fiction. Mais je ne sais pas, je parle d'une impression que j'ai l'impression que vos rapports avec votre mère sont assez paradoxaux. Vous dites, vous lui rendez hommage, vous dites que vous nourrissez beaucoup de votre mère qui a toujours été une battante, mais cette enfance dont vous dites être amnésique est aussi cette enfance avec une mère témoin de Jéhovah. Aujourd'hui, vous dites comprendre ses croyances, mais en a-t-il toujours été ainsi? Non, pour plein de raisons. Enfin, pas que la religion. Même si elle avait été catholique, ça aurait été la même chose. Euh, je pense que quand on est enfant, on ne comprend pas tout de ses parents, et puis on ne comprend pas tout de la vie, encore moins de la religion. D'ailleurs, je comprends encore moins la religion aujourd'hui. Euh, Dites que les religions, toutes ont un principe terrorisant. je pense que c'est ce que l'homme en fait. Je pense que c'est très important. Moi, je n'ai comment dire, aucun rejet sur aucune religion. C'est surtout ce qu'on en fait, euh, nous les hommes. Je trouve qu'il y a des choses très belles. Bon, j'ai pas tout lu, mais il y a des choses très belles dans la Bible. Il y a des choses très belles dans le Coran. Il y a des choses très belles dans la Torah. Et ça dépend de comment. Après, il y a des choses terrifiantes, hein, bien sûr. Euh, Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est l'homme qui a créé Dieu. Mhm. Euh, voilà. Et en même temps, ça ne me dérange pas plus que ça. Si je crois qu'on a, en tout cas pour certains de cette terre, hein, ont besoin de croire en quelque chose et d'être guidés par quelque chose, par une force, par une puissance. Je peux le comprendre. Je comprends très bien la Enfant, est-ce que vous compreniez cette enfance sans anniversaire, sans Noël? Dans une interview au magazine Psychologie, vous avez dit que ça n'a pas toujours été facile avec votre mère, je pense à cause de ça, justement, de ces choix-là. Oui, parce que ça vous rend différent, c'est-à-dire que cette religion fait que elle est différente de certaines autres. Donc, du coup, vous voyez tous vos copains qui ont leurs cadeaux et vous n'en avez pas. Enfin, c'est pas que vous n'en avez pas, c'est que vous les avez 2, 3 jours après. Mhm. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans les normes. Euh, donc, ça fait un décalage. Les anniversaires, c'est vrai. Moi, j'ai fêté mon premier anniversaire à l'âge de 16 ans sur le film de Piala, d'ailleurs sur À nos amours. J'ai commencé À nos amours, j'avais 15 ans. Mhm. Et j'ai fêté mes 16 ans. C'est la première fois que j'ai soufflé des bougies. J'ai trouvé ça merveilleux. Donc, effectivement, je ne comprenais pas pourquoi on nous interdit ça, on nous interdisait ça dans la religion de ma mère. Et je ne comprends toujours pas d'ailleurs.
je trouve ça ridicule, mais aujourd'hui, je peux comprendre que ma mère, même si c'est une religion auquel je n'adhère absolument pas, euh, en tout cas, elle, ça lui donne un but dans la vie, encore plus aujourd'hui parce que ma maman est en EHPAD, en maison de retraite. D'ailleurs, je pense beaucoup à elle en ce moment puisque on ne peut pas aller la voir. Et je crois que la seule force qui lui reste et les seuls rêves qui lui restent pour l'instant, c'est ça. C'est sa religion. Elle sort ses bouquins de ce qu'il raconte, enfin, les témoins de Jéhovah, quoi. Et c'est sa passion depuis toujours, c'est sa croyance depuis toujours. Et heureusement qu'elle a ça, parce que sinon, elle serait vide de tout, quoi, de sens, voilà. Dernièrement, vous avez dit quelque chose de très touchant sur France Culture. Vous avez dit qu'on est toujours la mère de sa propre mère. Est-ce en devenant vous-même, à votre tour mère, que vous avez commencé à avoir de l'indulgence pour ce que vous appeliez l'éparpillement de votre mère? Absolument. Je pense que c'est pas facile d'être mère. Et puis en même temps, je pense qu'il ne faut pas s'en préoccuper plus que ça, dans le sens, je crois que l'éducation, elle se fait au fur et à mesure du temps, et il y a des choses qu'on peut avoir ratées avec ses enfants et qui peuvent se rattraper plus tard. C'est le cas de mes deux filles, par exemple. Moi, je ne suis pas du tout une mère exemplaire. J'ai été une mère même parfois négligente ou égoïste, hein, je le dis très clairement. Et en même temps, j'ai toujours été là sur les grandes lignes, mais il y a des choses qui ne m'intéressaient pas du tout, vraiment qui m'emmerdaient, je le dis très honnêtement. Voilà. Et du coup, je comprends, oui, ça ramène forcément à ça, et particulièrement à la mienne qui a quand même eu 11 enfants. 11 enfants, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de place pour rester une femme. Et en même temps, ma mère, et c'est là où je l'admire, c'est elle est restée femme. Et elle s'est octroyé tous ses désirs. C'est une femme qui à la fois était liée par des choses difficiles et qui imposait une non-liberté. Et à travers ça, elle a su quand même prendre cette liberté. Sandrine Bonner, il y a un thème récurrent chez vous, le thème du basculement du destin. Justement, en parlant de Guy, l'amoureux conduit de votre mère, quand vous aviez bu ce café, il vous a parlé comment il a basculé. Mais ce basculement de destin, vous l'avez vous-même vécu avec ce cinéma qui vous est tombé dessus, le changement de votre destin, vous vous destiniez à un CAP de coiffure. C'était ce qu'on appelait des orientations. J'étais, c'est vrai, assez mauvaise à l'école. L'école ne m'intéressait pas. J'étais assez lente. Donc voilà, donc on m'a orientée sur un CAP de coiffure que heureusement je n'avais pas fait. Je dis heureusement parce que ça ne m'intéressait pas. J'ai rien contre la coiffure, mais j'ai en tout cas rencontré Piala au bon moment. Et c'est vrai que mon destin a totalement basculé, et du coup celui de ma famille aussi, parce que j'ai pu comment dire, faire en sorte que ma famille vive mieux, parce que voilà, on venait d'un milieu ouvrier, pas beaucoup d'argent, on vivait dans un quartier assez défavorisé. Donc quand j'ai commencé à gagner de l'argent, eh bien j'ai donné accès à mes comptes à mon papa. Ensuite, quand mon père est mort, je l'ai perdu à l'âge de 19 ans. J'ai fait partir ma mère et mes frères et sœurs dans une maison. Voilà, donc ils ont eu une vie beaucoup plus douce après. Donc c'est vrai que mon destin a basculé, celui du coup de ma famille aussi. Et il y a un autre destin qui, hélas, a basculé autrement, c'est celui de ma petite sœur Sabine, qui est autiste. Et on va en parler longuement tout à l'heure. La discrimination sociale dont vous avez été l'objet à vos débuts au cinéma ne vous a-t-elle pas découragé? Votre premier César vous a quand même coûté 100 000 francs, et cette honteuse histoire de bracelet. Oui, alors là, j'avoue que un peu particulier. On la raconte, l'histoire du bracelet, vous nous la racontez? Ouais, je vous la raconte. Alors donc, je fais dans la journée, donc dans cette journée
de nomination, puisque le soir, je suis nommée au César. Dans cette journée, je fais des photos pour Paris Match. Et on me prête enfin, voilà, je porte ce bracelet pour les photos. Et puis, je me souviens plus d'ailleurs, cette maison de bijoux, je me souviens pas du nom. En tout cas, À votre place, je m'en souviendrai toute ma vie. Comment? À votre place, je m'en souviendrai toute ma vie. Pour Ouais, les 100 000 francs claqués comme ça. C'est peut-être mon côté pas trop revanchard. Voilà. Je me dis que j'ai pas besoin de les citer. Et puis même, je sais pas si je les aurais cités. Enfin, en tout cas, toujours est-il que donc je fais ces photos et puis ils me disent, mais si tu veux, tu peux emprunter ce bracelet pour la cérémonie de ce soir. Et puis je dis, bah écoutez, c'est très gentil, pas de problème, je le prends. Et donc le soir, je mets ma belle robe, je mets ce bracelet. Je gagne le César du meilleur espoir et puis après la cérémonie. Alors, je ne sais pas s'il m'a été volé, je ne sais pas si je l'ai perdu. En tout cas, toujours est-il que ce bracelet n'avait pas de sécurité. Normalement, les bijoux de valeur ont une sécurité. Et à l'époque, la sécurité justement entre les artistes et les badauds, enfin les gens, j'aime pas ce mot-là, les badauds, mais les gens qui ont envie de voir les acteurs à la sortie de cette cérémonie, il n'y avait pas de barrière de protection. Donc les gens étaient plus ou moins tous mêlés les uns entre eux. Et il y a des gens qui m'ont félicité en m'attrapant les mains. Alors, est-ce que je me suis fait voler ce bracelet comme ça? Est-ce qu'il est tombé? Est-ce que je n'en sais rien? Et je m'en suis pas aperçue de la soirée parce que j'avais pas l'habitude de porter de bijoux de valeur. Du coup, je suis rentrée donc après chez moi et quand j'ai voulu me coucher, je me suis rendu compte que je n'avais plus ce bracelet. J'ai appelé mon agent le lendemain et mon agent m'a dit il vaut mieux le rembourser parce qu'effectivement, comme tu viens d'un milieu modeste, père ouvrier, tu viens d'une banlieue, en plus c'était une banlieue assez voilà, Grigny. Grigny, voilà, c'est radical, moins qu'aujourd'hui, mais elle l'était quand même. Il m'a dit on va t'accuser de vol. Donc pour ne pas avoir cette image, il faudrait que tu le rembourses. Et donc c'est ce qui s'est passé. J'ai pris un crédit sur pas mal de temps pour rembourser ce bracelet. Est-ce que cette discrimination sociale continue aujourd'hui dans le milieu du cinéma, où les temps ont changé? Je pense que les temps ont changé. Je pense qu'aujourd'hui, on aime plutôt bien des gens qui viennent d'un autre milieu. Et souvent, ce sont des films à succès. Si on pense par exemple aux Les Misérables, qui est un film entre la banlieue, la police. Si on pense à ce film Divine, il y a pas mal de films où justement les milieux défavorisés intéressent plutôt le public et les médias aujourd'hui. Et je pense que, en tout cas, les médias ont tendance à soutenir ce genre de film, ce qui est plutôt bien. Dans ce milieu assez violent qu'est le cinéma, vous avez été soutenu par Piala, qui a été un père de substitution. Cependant, vous dites, c'est Varda qui m'a fait exister au cinéma. Je dis que avec Piala, j'étais une fleur et avec Varda, je suis devenue un arbre. C'est vrai dans le sens où oui, et puis Piala m'a découvert et Varda m'a fait exister parce que tout simplement, À nos amours était mon premier film et donc rien n'était fait, même si enfin, ce n'était que des premiers pas et on ne pouvait pas comment dire, en dire trop sur moi, sur le fait si j'étais une bonne actrice ou pas. J'étais l'actrice que d'un film à ce moment-là. Et alors qu'avec Varda, ça s'est confirmé parce que et puis le rôle était tellement différent de moi que c'était un réel rôle de composition. Donc là, tout d'un coup, on s'est dit oui, c'est réellement une actrice. C'est vrai, quand vous faites un premier film, ça peut être un coup de grâce, se dire elle est géniale, mais voyons ce qu'elle va faire après.
Donc, c'est Piala qui vous a fait naître et Varda a fait exister. Mm. Le thème du basculement du destin, on y revient, est aussi bien présent dans votre documentaire. Elle s'appelait Sabine. En faisant ce film à propos de votre jeune sœur autiste, dont vous dites avoir eu honte pendant votre jeunesse, étiez-vous dans une démarche courageuse ou dans une démarche plutôt cathartique, une démarche qui cherche à purifier les torts du passé? Je vais vous lire un passage où vous parlez de vos rapports avec votre sœur. On avait honte d'elle. Ma petite sœur a été pendant quelque temps dans le même collège que moi. Quand on se moquait d'elle, elle se mettait à hurler, se déshabiller et mordait. Et tout le monde se moquait de moi aussi. On la rabrouait tout le temps. La honte et le poids restent même quand on est plus grand. Oui, parce qu'on vous met dans une marge. Déjà, la différence est difficilement acceptable pour une grande partie des gens. Et quand vous avez quelqu'un de différent dans votre famille, vous êtes vous aussi différent. C'est-à-dire qu'on vous regarde d'un drôle d'air. En tout cas, c'était le cas à l'époque. C'était la sœur de Sabine la Folle. Donc, vous êtes toujours associé à cette différence. Et puis, à l'époque, on en parlait très peu. On appelait ces gens-là effectivement les fous, les débiles mentaux. On mettait tout dans le même panier. On disait bah, tu vas aller à l'asile. C'était des mots violents. Et personne n'était éduqué, ni même la population. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis c'est vrai, quand vous avez une sœur qui se déshabille, vous êtes en même temps on la défendait, mais en même temps on avait honte. Et puis elle parlait très fort, donc on lui disait parle moins fort. On cherchait la discrétion. Et, et c'est vrai que ce film m'a permis aujourd'hui, d'abord le film Elle s'appelle Sabine, non pas Elle Oui, s'appelait elle Sabine. s'appelle, je suis désolée, je me suis rendu compte. Donc effectivement, ce destin bascule parce qu'elle fait, tout d'un coup, elle devient violente pour des raisons très précises. Nous avons perdu un frère qui était à la maison quand et Sabine a été témoin de ce frère qui a fait un énorme malaise et qui est mort très peu de temps après à l'hôpital. Il n'a pas pu être sauvé. Et donc ça a été comment dire, un changement de comportement pour elle, ça a été un traumatisme et du coup elle est devenue violente. On l'a, et c'est ce que j'explique dans le film d'ailleurs. Donc, elle vivait avec notre mère, elle était très violente avec notre mère, donc nous on a cherché à la prendre avec nous, elle était violente avec nous, et il n'y avait aucune solution. Donc on l'a amenée à l'hôpital pour qu'il s'occupe d'elle et qu'il puisse comment dire, la soigner et de savoir déjà ce qu'elle avait exactement, pouvoir la diagnostiquer, et puis pour faire en sorte de calmer ses violences. Sauf que ça a été un engrenage, c'est-à-dire que l'hôpital n'a pas fait face à ces. Ils l'ont bourré de médicaments. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est en tout cas sur Sabine, les médicaments ne fonctionnaient pas. Donc, ça lui provoquait de plus fortes angoisses. Et le fait d'être coupée avec sa famille lui donnait encore plus d'angoisse. Et l'hôpital a jugé que la famille était un problème et qu'il fallait, plus elle était violente, plus il fallait l'enfermer. Donc, elle s'est retrouvée dans un service d'unité pour malades difficiles, c'est-à-dire que c'est un service avec lesquels elle était, avec des gens qui étaient, pour le coup, plus que violents. C'est des gens qui avaient tué des gens ou enfin, qui étaient beaucoup plus fous qu'elle, qui étaient dangereux même. Et ensuite, donc elle devenait de plus en plus violente. Et ils ont fini par la mettre pendant plus de 6 mois dans une chambre capitonnée, isolée, attachée, et avec beaucoup de médication. Donc, on ne pouvait plus la voir. On a fait des pieds et des mains et on a réussi à la revoir un petit peu comme ça de temps en temps. Et là, c'est là où j'ai décidé de faire le film. Et en même temps, Sabine était dans un tel état, et physiquement et psychologiquement, que je me suis dit non, je ne vais pas la filmer maintenant. C'est trop violent. Et je veux garder surtout sa. Je veux pas lui voler son histoire, quoi. Je veux être à la bonne distance par rapport à tout ça. Donc, ça a pris des années. Elle est restée 5 ans en hôpital psychiatrique. Entre-temps, j'ai réussi à la prendre un peu,
à prendre un appartement en face de chez moi avec des gardes malades. Ça coûtait très, très cher. Et elle était toujours très, très, très violente. Donc elle est retournée à l'hôpital, dans un autre hôpital, dans lequel elle est restée 2 ans et demi. Et pareil, c'était de la maltraitance auprès de l'hôpital, je le dis vraiment, et de l'incarcération. Et puis, par chance, donc au bout de 5 ans d'hospitalisation, j'ai rencontré un homme qui a monté un centre, qui avait déjà une association, et j'ai fait appel à cette personne. Et grâce à ma notoriété et à ce qu'il avait lui comme projet de rouvrir un autre centre, je suis allée voir le Premier ministre à l'époque avec ce directeur. Et puis nous avons pu trouver de l'argent grâce à ce Premier ministre qui était Lionel Jospin. Et Sabine a pu aller dans ce centre. Et à partir de là, j'ai pu faire le film sur elle. En parlant des médicaments, de cette approche thérapeutique, de ce genre de désordre, lors de la sortie de votre film Cas contraire, cas comme kétamine, vous vous êtes interrogé publiquement sur l'utilité des traitements chimiques que l'on donne à des gens qui souffrent de désordre? Oui, c'est une grande question. C'est-à-dire que à la fois les choses évoluent un peu. Il y a un petit peu plus d'ouverture sur le fait qu'on accompagne les gens un peu différemment. On leur fait faire de l'art-thérapie, de la musicothérapie, des choses aussi avec le corps. Il y a aussi des discussions avec des psychiatres, des psychologues. Tout ça est formidable. Mais ce que je constate, et pas que sur Sabine, sur beaucoup de gens, et c'est le cas dans Kétamine, c'est-à-dire dans Cas contraire, c'est-à-dire que une des solutions, effectivement, c'est la chimie. Alors, je ne suis pas contre des traitements, mais je suis contre des traitements qui aliènent le cerveau et qui vous enlèvent toutes vos capacités de penser ou vos capacités de bouger. Et voilà, ces traitements très forts, je ne vois pas ce qu'ils font, ce qu'ils ont comme bienfait sur les personnes. Voilà, les médicaments à très haute dose. J'ai constaté ça sur tellement de gens. Et j'ai regardé, parce que la kétamine, pour l'instant, c'est pas très. Voilà, ils sont en train de faire des essais. Enfin, pour l'instant, c'est pas encore complètement mis sur le marché. Mais je suis allée voir sur Internet comment ça se passait. Et si vous regardez vraiment sur Internet, la prise de parce que c'est en injection, vous verrez comment les gens, après avoir eu cette drogue, comment ces gens réagissent. Sans déconner, tapez vraiment, vous verrez, c'est hallucinant. C'est effrayant. Et j'ai accepté de faire ce film pour ces raisons-là. C'est-à-dire que la kétamine, d'un côté, on l'interdit parce que c'est une drogue. Donc, on l'interdit pour les jeunes qui l'utilisent en tant que drogue. Et de l'autre côté, on la met en place. Alors, peut-être ce ne sont pas les mêmes dosages et tout ça. Après, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas m'avancer plus. Mais je trouve que le paradoxe est intéressant. Sandrine Bonner, votre image est associée au courage. Dernièrement, vous avez été la marraine de la 22e édition du Printemps des poètes, dont le thème est Courage d'être femme. Pourtant, vous avez mis presque 20 ans pour oser avouer que vous avez été violentée, agressée par votre compagnon de l'époque qui vous avait défiguré. Au début, vous aviez prétendu que c'était un inconnu. Non, j'ai jamais dit ça. C'est la presse qui a dit ça. C'est la presse qui a parlé pour moi. D'accord. Je l'ai évoqué 2 fois publiquement dans 2 livres. Le premier est un livre sur mon parcours qui s'appelle Le soleil me trace la route. Et je parle surtout de la réparation parce qu'à l'époque, je n'avais le courage de parler que de ça. Oui, mais vous parliez aussi d'une agression sur un tournage. Une agression lambda sur un tournage. Non, pas du tout. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit qui c'était
Et j'ai jamais dit que c'était sur un tournage, parce que d'abord, ça n'a jamais été sur un tournage, ça n'a jamais été dans la rue, et je n'ai jamais menti par rapport à ça. La seule chose sur laquelle j'ai menti, c'est à ma fille, en disant que j'étais tombée dans l'escalier, parce que ma fille avait 7 ans à l'époque, et je ne voulais pas salir l'image de cet homme, et je voulais pas qu'elle soit effrayée de quelqu'un qu'elle avait connu pendant 4 ans, qui vivait à la maison, et voilà, et je voulais pas qu'elle, je voulais la protéger en lui mentant. Et d'ailleurs, elle faisait beaucoup de cauchemars, il y avait une partie comme ça inconsciente, et puis elle me voyait discuter avec mes sœurs en catimini, donc elle comprenait des choses. Et d'ailleurs, un jour, elle m'a dit, maman, j'aimerais que tu me dises ce qui s'est passé. Elle avait 7 ans, quoi. Elle m'a dit, je t'ai pas tombée dans l'escalier. Et j'ai fini par lui dire. Et ben, je peux vous dire qu'elle a mieux dormi après. C'est incroyable. Comme quoi, il faut rien cacher aux enfants. Et donc, dans ce livre de parcours, j'ai parlé de ma réparation. J'ai dit que j'avais été agressée, mais je n'ai pas dit par qui et ni où. Et des années après, donc c'est-à-dire au mois de, je sais plus, au mois de septembre, Catherine Sellac, qui est venue avec moi en Tunisie, oui, a fait un livre. On a défilé ensemble, toutes les trois. Ben oui, exactement. Absolument. Et Catherine, que j'aime beaucoup, avec qui j'avais fait plein d'émissions, m'a proposé parce qu'elle faisait un livre sur l'amour, donc sur l'amour en général, que ce soit le métier, les enfants, les hommes. Et là, j'ai finalement osé dire qui c'était. J'ai dit que dans mon parcours, j'avais été extrêmement chanceuse, sauf une fois, où voilà, je suis tombée sur un type qui n'était pas violent d'ailleurs à la base, et qui a pété les plombs, et Et à partir de là, quand le livre est sorti, les médias se sont emparés de cette partie de mon histoire. Et donc, il y avait plein d'articles dans plein de journaux. Et là, je me suis dit, j'aime pas que les médias parlent à ma place. Donc, j'ai attendu un peu. Je me suis dit, je vais moi-même témoigner. Et puis ensuite, il y a eu cette marche du 23 novembre en France sur la violence, contre la violence faite aux femmes. Et je suis allée à cette marche et on m'a demandé pourquoi j'étais là. Alors là, du coup, j'ai dit publiquement, c'est-à-dire aux médias, que j'ai raconté mon histoire. Et je l'ai racontée pas tant pour parler de mon histoire, mais surtout pour soutenir toutes ces femmes qui n'osent pas parler. Et aussi pour dire que ça n'arrive pas qu'à des femmes défavorisées ou des milieux défavorisés. Ça arrive aussi à des actrices, ça n'arrive pas qu'avec des hommes idiots ou alcooliques, ou ça peut arriver dans n'importe quelle circonstance, n'importe quel milieu social. Donc voilà, et c'était pour encourager ces femmes à parler. Et puis après ça, j'ai eu envie parce que parler c'est bien beau, mais j'ai eu envie d'agir. Et avec ma fille et d'autres jeunes femmes, on est un petit groupe, on a décidé d'ouvrir une maison d'accueil d'urgence pour des femmes violentées. Donc là, on profite du confinement pour travailler là-dessus, pour accueillir des femmes et les accompagner juridiquement au niveau des soins, au niveau de la loi, au niveau des commissariats. Voilà, donc on est en train de mettre en place ce projet qui s'appelle la Maison des âmes. Et voilà, on travaille assidûment sur le projet, et nous sommes en train de chercher un lieu à Paris, intramuros, et puis évidemment des financements de l'État, de sponsors, enfin d'argent privé, voilà. On s'attelle à ça.
Sandrine Bonner, le silence sur cette affaire pendant des années ne visait-il pas aussi à protéger votre image, à garder votre image intacte, vous qui êtes très jalouse de votre vie privée? J'ai rappelé un épisode que j'adore personnellement. Vous avez fait déverser une demi-tonne de fumier devant les locaux de Voici parce qu'ils ont publié des photos de vous sans votre consentement. 1 tonne de fumier. J'étais beaucoup plus généreuse que ça. Ah d'accord, moi j'avais lu une demi-tonne. Alors c'est Voici qui ont minoré. Ouais, exactement. J'adore cet épisode. Ah, moi aussi. On s'est bien amusé en le faisant, mais vraiment. Oui, parce que n'y a pas de raison d'aller violer la vie intime de quelqu'un. Et surtout, ce qui avait été très, très, très violent dans cette histoire, c'est que ils avaient enregistré une conversation, ils étaient rentrés dans le domicile dans lequel j'étais à l'époque, j'étais sur un tournage, c'était une maison en Bretagne que je ne fermais pas à clé parce qu'il n'y avait rien autour, pas de voisins. Et quand je me promenais, je laissais la maison ouverte. Et entre-temps, je sais pas, je suis partie me promener et en fait, ils avaient mis des micros dans la maison. Et ils ont enregistré toute une conversation entre le papa de ma fille, qui est un acteur américain très connu. Donc, évidemment, ils étaient très friands de ça. Et ils ont enregistré toute notre conversation, qu'ils ont retranscrit ensuite dans leur article. Et puis, pour couronner le tout, ils ont pris des photos de ma fille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de journaux de merde, ils s'arrangent toujours pour que les enfants soient floutés, parce que sinon, ça leur coûte plus cher. Oui, exactement. Voilà, donc ils sont malins. Mais il y a quand même l'image de votre enfant, même si on ne le voit pas très bien, même s'il est de dos, même s'il est flouté, c'est un viol, quoi. Et puis de rentrer chez les gens pour enregistrer une conversation, c'est pas possible, quoi. Donc j'avais déjà fait des procès à Voici. Ils nous avaient déjà photographiés, je me souviens, à San Francisco, à New York. J'avais déjà eu des articles dans leur presse de photos volées, donc j'avais fait procès à chaque fois. Et là, je me suis dit, évidemment, je vais refaire un procès, mais en plus, je vais marquer le coup, c'est-à-dire que je vais leur dire que ce sont des gros porcs, d'où le fumier, et qu'ils prennent les lecteurs pour des cochons. Parce qu'ils leur donnent de la merde à lire. Et je le dis encore aujourd'hui, ce genre de presse, et malheureusement, il y en a de plus en plus. On a tout plein de choses, enfin, bon, je ne vais même pas les citer. Je trouve que c'est une bassesse voilà, c'est prendre les gens pour des idiots, quoi. Sandrine Bonner, vous êtes très impliquée dans la défense des droits des femmes contre la violence. Vous êtes cependant mitigée quant au manichéisme, je vous cite, que dégagent les mouvements comme MeToo. Non, je ne cite aucune association en particulier. Ce que je veux juste dire, c'est que je suis contre la violence faite aux femmes, mais aussi qu'il ne faut pas oublier les hommes. Et que j'ai entendu des messages contre les hommes. Et je pense qu'il faut faire la différence entre certains hommes et les hommes en général. Et je tiens à le préciser parce que je défends les femmes, mais aussi le faible pourcentage d'hommes battus, parce que ça existe. Et pas plus tard qu'hier, mon amoureux me disait qu'il connaissait quelqu'un qui travaillait, qui a une association justement qui travaille pour les femmes violentées. Et par exemple, hier, il y a un homme qui a fait appel à elle, qui était violenté. Et donc, ça existe aussi. Donc, mais voilà. peut-être que les proportions ne sont pas les mêmes. Non, les proportions ne sont pas les mêmes, ça c'est sûr. Et fort heureusement d'ailleurs. Sinon, ça veut dire que tout le monde se tape dessus. Mais je pense qu'il faut faire attention à certains discours de femmes
parce que justement, il y a un pourcentage d'hommes qui, pour l'instant, n'est pas aussi élevé que pour les femmes. Mais si certaines femmes ont cette violence envers de discours ou même d'actes envers les hommes, eh bien, le pourcentage d'hommes peut grimper. Donc voilà, donc je crois qu'il faut défendre surtout, il faut parler de la violence en général. Bien sûr, ça arrive, je tiens à le dire, effectivement, ça arrive beaucoup plus aux femmes. Mais en tout cas, nous continuons à aimer les hommes, c'est ça que je veux dire. Et pas cela. Qu'avez-vous pensé, justement, qu'avez-vous pensé de ce qui s'est passé lors de la nuit des Césars? La nuit des Césars, moi je pense que si on est contre Roman Polanski, qui a 12 nominations, il ne faut pas y aller. Moi, on m'a proposé de remettre le César du documentaire. Je n'ai pas eu envie d'y aller. Voilà. Après, je vous avoue que même si Roman Polanski est un très grand artiste, ça je le reconnais vraiment, je ne peux pas différencier l'homme de l'artiste. Je fais partie des gens qui, aujourd'hui, moi, je ne peux plus aller voir un film de Roman Polanski. Je ne peux plus écouter un disque de Bertrand Cantat. Je ne peux pas lire un bouquin de, comment il s'appelle, Maznev. Céline, Maznev. Ouais, Maznev. Voilà. Parce que je n'arrive pas à, surtout quand il y a récidive, vous voyez, c'est encore pire. Merci Sandrine Bonner. Nous allons clore l'émission comme d'habitude sur un choix musical, le vôtre. Jacques Higelin. Pourquoi ce choix? Jacques Higelin, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, qui continue à m'inspirer, parce que voilà, c'est un homme avec qui j'ai chanté. Ça a été des premiers pas dans la chanson pour moi. Donc ça rejoint un peu ce que j'avais envie de faire quand j'étais petite, chanter. Aussi parce que j'ai bien connu l'homme, qui m'a profondément touchée, parce que je l'ai bien connu aussi parce que j'ai fait un film sur lui. Ça a été mon deuxième documentaire. Et parce que c'est un grand artiste qui a... ses chansons ont toujours un sens. C'est un vrai poète et c'est aussi un vrai marginal. C'est quelqu'un qui s'est engagé dans plein de domaines aussi. Et c'est quelqu'un qui avait le talent de rassembler, d'amener de la joie et de la rébellion. Voilà, c'est un homme qui ne savait pas se taire et j'aime bien ça aussi parce que je pense qu'il faut oser dire, ne pas avoir peur de dire. Et je trouve qu'on est dans une société où on est très langue de bois, ça ne se fait plus de s'exprimer réellement, sinon on est boycotté. Et je trouve que voilà, il faut continuer à s'exprimer, que ça plaise ou pas. Il faut essayer de le faire élégamment, bien sûr, mais je pense qu'il faut dire les choses. Ça va être très intéressant d'ailleurs quand on va sortir de ce confinement. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? Est-ce que vous pensez que ça va être différent? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que je ne sais pas si le monde va être pareil. Je crois qu'il y a des petites choses qui auront changé. En tout cas, c'est l'espoir que j'en ai. Que peut-être il y a des gens qui seront moins dupes qu'avant sur certaines choses. Déjà, ce que je trouve formidable, c'est que le personnel soignant s'exprime déjà, par exemple. Vous voyez, il y a quand même eu des aberrations en tout cas en France, sur le domaine de la santé, de fermer des hôpitaux, de réduire le matériel, ou alors le fait que ça
voilà, que ce soit la Chine qui contrôle tout ça, vous voyez, les médecins, les soignants parlent de ça. Et rien que ça, c'est formidable, quoi. Au moins, on a des gens qui s'expriment et c'est bien. Merci Sandrine Bonner d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mais de rien. On vous remercie de nous avoir suivis et en espérant vous retrouver pour une prochaine déconfinade. Confinez-vous intelligemment. Écoutez Sandrine Bonner nous parler avec autant d'émotion qu'aujourd'hui. Merci encore Sandrine Bonner. Merci et vive la Tunisie. J'embrasse la Tunisie. Voilà. À bientôt, j'espère. À bientôt et je vous embrasse. Moi aussi. À bientôt.